Bonjour, première émission des Papis du Web. Nous allons dérouler en 3 temps cette émission. Une première partie d'actualité. Une deuxième partie, nous couvrirons le dossier de l'omnicanalité. Et on terminera par un top et un flop. Ok, donc Olivier, je propose qu'on démarre sur une actualité qui nous a parcouru tous, qui est le RGPD. Volontiers. Donc quel est le bilan après plusieurs mois d'entrée en Alors, vigueur? on a tous reçu nos petits mails. Voulez-vous confirmer vos préférences, vos opt-in, ceci, cela? Le RGPD, ça a du bon. Le RGPD, ça met un petit peu d'ordre dans la donnée client. Donc, je pense qu'en tant que consommateur, on est un petit peu plus protégé, mais surtout en tant qu'architecte de la transfo numérique, ça va permettre des projets intéressants. On va bien segmenter les choses, on va bien limiter les données à des choses qui sont utiles, et le tout en gagnant la confiance du client. Donc, je pense que ça a beaucoup de positifs. Et toi, qu'en penses-tu? Alors en effet, mettre les données dans des référentiels, c'est toujours un truc qu'on apprécie, nous, hein, on a bien rangé les choses en bon architecte. En revanche, c'est vrai que on voit chez nos clients de plus en plus de gens qui ont la problématique du refus du consentement et un Internet qui fonctionne à 2 vitesses avec les GAFA, les gros acteurs qui n'ont pas de problème à collecter la donnée parce que nous, en tant qu'utilisateurs, on ne peut pas se passer d'eux. On donne le consentement à ces acteurs. Ouais. Et les acteurs plus petits se retrouvent privés d'une partie de ces données. Et c'est un petit peu dommage. Alors, ça peut avoir des conséquences sur le discours public, sur l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais de l'intelligence artificielle sans données, on va pas aller bien loin. Donc on a l'impression que nos gouvernements, nos instances européennes réglementaires coupent un peu les bras des acteurs européens sans traiter le problème au fond et de la compétition internationale autour de la donnée, quoi. Ouais, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est vrai que ça me fait penser aussi au projet qui avait beaucoup le vent en poupe il y a 2 3 ans, le projet de Big Data, où on mettait toute la donnée client quelque part et on verra ce qu'on en fait après. Voilà. Comme le RGPD veut maintenant que toute donnée collectée soit pour faire quelque chose, et on doit dire aux personnes avant même de le faire ce qui va advenir de leurs données. Et c'est vrai que ça coupe aussi un petit peu ces projets. Du coup, oui, pour le prédictif, les recommandations, l'intelligence artificielle au sens large, comme tu dis, ça va limiter la compétition européenne. Ouais, et puis je pense qu'il y a un autre phénomène qu'on voit aujourd'hui qui est les lois américaines, notamment le Cloud Act, Mm. qui a pour objectif de permettre aux entreprises américaines, enfin de permettre au gouvernement américain d'accéder à toutes les données clients Mm. stockées par les entreprises, notamment les données personnelles de leurs utilisateurs, quel que soit le territoire sur lequel sont hébergés les systèmes. Aujourd'hui, Mm. le gouvernement américain va pouvoir récupérer de la donnée d'une plateforme Salesforce, d'une plateforme Google, d'une plateforme quelle qu'elle soit, alors que nos gouvernements européens seront loin de pouvoir réaliser ça. Mm. Donc on est quand même sur un phénomène qui va être à surveiller, qu'on suivra dans les papilles du web Bien sûr. au fil du temps, mais il y a évidemment du positif sur les usages, il y a sûrement beaucoup de naïveté, et on verra la conséquence de cette naïveté euh, au fil du temps, et la cohérence d'un discours très volontariste autour de l'IA, faire de l'Europe un champion de Mm. l'IA, sans donner, Sans donner, ça va être compliqué. on a quand même quelques questions. On va passer sur le dossier donc, qui va traiter les sujets d'omnicanalité et on vous retrouve juste après pour le top du mois et le flop du mois. Donc l'idée de ce dossier, de cette présentation, est d'essayer de comprendre où nous en sommes, comment les architectures ont été construites pour répondre aux projets e-commerce et en quoi aujourd'hui ces architectures doivent être replatformées, repensées pour adresser les enjeux de l'omnicanalité. Donc on va se permettre de faire en bon papy du web un petit historique de comment nos systèmes ont évolué par rapport aux enjeux business.
Donc comme on le voit sur ce slide, le web a démarré comme une application très orientée communication, marketing, qui avait vocation à ouvrir des informations de son système d'information aux utilisateurs, au vaste monde, en dehors de l'externe, et de permettre, grâce aux technologies web, d'offrir une présentation de sa société, une présentation de ses catalogues produits à des nouveaux points de contact qui émergeaient à cette époque. Donc là, on parle des années 95-96, où ont émergé les premiers sites web qui ont été constitués essentiellement de jeux de pages HTML et qu'on a rendu dynamique avec une brique CMS, donc qui a permis à des contributeurs internes d'aller eux-mêmes modifier les contenus qui permettaient une diffusion des informations sur l'entreprise. Donc ça a été l'avènement des CMS, Content Management System, qui ont régné durant cette époque. Dans une deuxième étape, fort des succès qu'ont connus et de l'intérêt croissant des utilisateurs pour ce type de canal, on a enrichi le périmètre du web en le dotant de remontées de catalogue produits. Donc on s'est connecté au système d'information pour exporter les produits qui étaient stockés dans les ERP, qui étaient stockés dans les différents systèmes d'information et les différents systèmes legacy, pour les exposer en externe. Donc c'est là où on a vu apparaître des sites qui se sont enrichis de catalogues produits, de descriptions produits, qui se sont enrichis de store locator, donc d'informations sur les points de vente où étaient accessibles les différents produits. Et progressivement, notre système d'information web s'est densifié. En complément de cette exposition d'informations internes vers l'externe, on a commencé à doter le système d'information web d'un certain nombre de possibilités de faire du marketing digital. Donc c'est là que sont apparues les premières initiatives pour lancer des campagnes emailing, toute une série d'outils qui ont eu pour effet de constituer des bases de prospects et des bases de clients dans ce système d'information. Fort de ces réussites, assez vite, on a basculé dans l'idée de dire pourquoi pas utiliser ce canal dans un mode un peu plus interactif, ne pas uniquement exposer son catalogue produit, ses points de vente, mais permettre de démarrer des transactions, déployer du e-commerce, déployer de la capacité de prendre de la commande, déployer de la capacité de suivre une commande. Donc on a au sein de ce système d'information web ajouté des briques transactionnelles telles que des moteurs e-commerce, tels que des moteurs de promo, des moteurs de gestion de commandes qu'on a retrouvés implémentés dans ces briques. Et là, on voit qu'on commence à disposer progressivement d'un système d'information de plus en plus complet, dont l'objectif principal est d'adresser les nouveaux canaux. Les utilisateurs externes, les clients, qui auparavant adressaient ou rentraient en contact avec la société via des points de contact plus traditionnels, tels que le call center, tels que les représentants commerciaux qui pouvaient visiter l'entreprise dans du B2B par exemple, ou les points de vente quand on est dans le cas du B2C. Ensuite, sont apparus des nouveaux projets qui sont arrivés souvent plus tard que les projets digitaux ou les projets web, et souvent assez peu connectés avec les projets digitaux. Donc ce sont tous les projets de CRM, Customer Relationship Management, qui ont eu vocation à doter une meilleure connaissance client et un outillage plus approfondi de la connaissance client et mettre à disposition des équipes internes un référentiel qui soit commun pour adresser le client. Donc là encore, dans ces projets CRM, ils ont été construits par-dessus le système d'information existant, souvent déconnectés du système d'information digital, avec pour objectif d'accélérer et de donner de nouveaux process ou de nouveaux moyens aux équipes points de vente, aux équipes commerciales internes, aux call centers, etc.
Et dans ces outils CRM, on a commencé à dupliquer des fonctionnalités qu'on trouvait souvent présentes sur le SI Legacy, dans le SI Web, et qu'on a continué à redupliquer au niveau de ce système d'information CRM. Par exemple, une promotion, quand on veut être capable d'appliquer une promotion sur le web, ben, on a la promotion qu'on doit coder dans le système d'information web. Quand on veut que cette promotion soit appliquée au point de vente, on est obligé de coder cette promotion dans le système d'information Legacy, sur lequel est connecté la plupart des points de vente, logiciel de caisse par exemple. Et lorsqu'on veut que cette promotion soit visible ou connue dans le CRM, ben, on est obligé là encore de dupliquer ces règles métiers. Alors ce qui pose un premier problème, qui est le problème de duplication de ces règles métiers, maintenance de ces règles métiers. Et puis l'autre grosse problématique à laquelle on a à faire face, c'est qu'à l'heure de l'omnicanalité, où on veut pouvoir appliquer une promotion tout ou partie sur le web, vous achetez 2 bouteilles d'eau minérale sur le web et vous allez les collecter en point de vente, et il se trouve qu'il y a une promotion qui permet d'obtenir une 4e bouteille gratuite si on en achète une 3e, bien pour traiter des parcours clients de ce type, on a besoin que soient centralisées les règles de gestion, des mécanismes de promotion. Et actuellement, la seule solution pour essayer de traiter ça ou d'essayer de réconcilier, de récupérer un peu une vision globale, la seule solution, ça a été de nettoyer ce qui a été dispatché un petit peu partout avec les technologies Business Intelligence. Donc le seul moyen aujourd'hui qui arrive à avoir les entreprises à donner une vision un peu 360 de ce qui se passe et raccrocher les morceaux, c'est la BI. Donc ce qui a pour effet d'avoir aujourd'hui une explosion des coûts de la BI qui fonctionne un peu comme une solution qui va nettoyer le bordel entre guillemets ambiant qui a été mis sur chacun des projets qui ont été montés en silo. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, à un moment où il faut siffler l'arrêt du jeu et repenser l'architecture, reconstruire une architecture qui soit moins silotée et qui soit plus organisée sur un modèle en 3 couches. Donc, ce modèle en 3 couches consiste en quoi? Consiste à remettre tout ce qu'on a dispatché un peu partout dans ces systèmes d'information, soit le legacy, soit le système d'information CRM, soit le système d'information web, et de re-ranger les choses de manière organisée. Donc ces 3 couches, elles sont constituées de la manière suivante. La première sur laquelle on va s'appuyer, c'est une couche de référentiel. Donc on est aujourd'hui, avec l'omnicanalité, sur le retour des projets de référentiel qu'ont connu les gens qui sont dans la profession depuis un moment. Des projets de référentiel, il y en a eu de nombreux dans les années 90. Et aujourd'hui, ben, l'omnicanalité, la multiplication des canaux et le besoin de parler un langage commun nécessitent de revenir sur ce fondamental. Donc sur la couche référentielle, on distingue nous deux types de référentiels importants. Le premier qui est le référentiel qu'on appelle Data Factory, donc qui va stocker l'ensemble des données qui nécessitent des process internes métiers complexes pour les produire. Par exemple, le catalogue produit. Quand on veut constituer un catalogue produit pour l'ensemble des canaux qu'on adresse, que ce soit des canaux historiques, call center, point de vente, ou des nouveaux canaux, web, mobile, chatbot, assistants vocaux, l'ensemble des canaux qu'on peut imaginer, on a besoin de stocker ça de manière unique, de le produire en respectant un certain nombre de process, de traduction, de validation, de validation de complétude. Donc c'est l'objet de cette Data Factory, qui doit nous permettre de produire de la donnée de qualité, de la donnée produit, de la donnée client, et d'en être la référence pour l'ensemble des canaux. Le deuxième rôle du référentiel, c'est de disposer de ce qu'on a appelé une shared data pool, donc un espace de stockage qui va stocker toutes les informations transactionnelles qui véhiculent, qui circulent sur l'ensemble des canaux pour les rendre disponibles des autres. Par exemple, panier abandonné. Donc une information de panier abandonné va être produite par le dispositif e-commerce et va pouvoir être mise à disposition
du CRM, va pouvoir être mise à disposition du logiciel de caisse, va pouvoir être mis à disposition du moteur de recommandation personnalisé qui permettra de construire des recommandations produits qui soient le plus pertinentes possible. Donc le Share Data Pool a vocation à stocker toute la donnée aujourd'hui qu'on ne sait pas bien utiliser, mal utiliser, et en tout cas qu'il est nécessaire de construire et sur laquelle on va capitaliser pour que les applications discutent entre elles. Par-dessus ces référentiels, on va trouver une deuxième couche qui est la couche service. Donc de plus en plus, on va casser les monolithes applicatifs qui ont été montés pour mettre en place une couche de service headless, donc sans tête, uniquement une couche de service applicative qui va servir les besoins les besoins métiers de mon fonctionnel. Le moteur e-commerce, le moteur de promo, le moteur OMS, Order Management System, qui va permettre de décider d'où va être allouée une commande, d'où va être servie une commande. Et l'ensemble de ces services sont connectables à nos frontaux, qui constituent la troisième couche, donc la couche touchpoint, les canaux, donc l'ensemble des applications qui vont être utilisées par nos équipes internes, par nos clients online ou offline, vont accéder aux services transactionnels headless pour assurer un parcours omnicanal complet. Voilà. Donc on est sur ce modèle à trois couches qui permet par ailleurs d'apporter une réponse peut-être plus directe et plus facile à mettre en œuvre sur tous les éléments de reporting 360, sur tous les éléments de BI. Une fois qu'on a constitué ces données, une fois qu'on les a centralisées, on a cet effet un peu d'entonnoir, on va pouvoir directement sur ces data factories brancher des outils de data visualisation qui sont les outils modernes aujourd'hui de la BI, donc qui permettent de donner de l'autonomie aux utilisateurs pour aller requêter les informations concernant les visites, les transactions ou la bonne compréhension du modèle et le suivi des KPI. Et le dernier intérêt de cette architecture va être de pouvoir s'appuyer sur des repositories, sur des référentiels de données sur lesquels on va pouvoir faire tourner les grands enjeux de demain qui tournent autour de l'intelligence artificielle, du machine learning, qui sans données n'ont absolument aucun intérêt. Aujourd'hui, avant d'imaginer implémenter des projets d'IA dans ces projets, la priorité évidemment est de constituer un pool de données. Une fois qu'on a ce pool de données, il sera bien temps de faire tourner les algos IA et cette architecture y emmène. Voilà, donc voilà pour ce premier dossier. On aura vraisemblablement des zooms dans les prochains dossiers pour mettre en évidence les différentes briques constituantes de ces architectures omnicanales sur lesquelles la plupart des clients aujourd'hui investissent et replatforment. Avant de conclure cette première émission qui, on l'espère, vous a plu, des papilles du web, on va terminer par un top, un flop. Olivier, ton top. Alors mon top, Opquast. Opquast, c'est une initiative pour certifier les experts du web. Et je pense qu'on est quand même dans une profession où il y a encore beaucoup d'artisanat, assez peu d'industrie, où les niveaux de performance sont vraiment très inégaux. Cette initiative, voilà, elle va faire en sorte que les gens qui développent des sites les développent correctement, fassent des sites qui sont performants, qui sont accessibles, qui respectent vraiment les standards de la qualité. Et la qualité, on en a beaucoup besoin dans nos métiers. Il y a aujourd'hui 4000 personnes certifiées, donc des développeurs issus de grandes agences comme Clever Edge et comme d'autres, et qui vont apporter vraiment un niveau de qualité, un niveau de professionnalisation dans ce domaine. Donc moi je trouve que c'est vraiment quelque chose à suivre. Je pense que les clients devraient vraiment être attentifs à ça, que les agences devraient être attentives à ça, parce que globalement, collectivement, on crée de la qualité. Et de la qualité, alors plutôt française pour l'instant. On n'a pas connaissance d'initiatives similaires, je ne sais pas, aux États-Unis ou dans le reste du monde.
Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à valoriser et à développer. Ok, bah, tout à fait. Je pense qu'on peut créditer notamment Elis Lehim, qui est un peu le Fondateur. papa de Ouais, cette initiative, qu'on soutient depuis le début et qui prend de l'ampleur auprès de professionnels du web, auprès d'écoles et on l'espère auprès de plus en plus de clients qui vont pouvoir utiliser cette mesure de la qualité qui a une vraie réalité dans la productivité, la maintenance des dispositifs qu'on met en place. Donc c'est en effet une super initiative. exactement. Bon, super, ben, un beau top pour cette première. On termine par un beau flop. Allez, les grands messes éditeurs. Ah, c'est bon ça. Ah, les grands messes éditeurs, chaque année, bon, bah, vont rassembler énormément de clients et partenaires autour de petits fours et grands écrans. Et c'est vrai que cette année, c'était assez cocasse. Alors, vous allez le voir sur l'écran, puisque dans la galaxie SAP et dans la galaxie Salesforce, eh bien, on a joué au jeu de je me compare aux autres et je montre que je suis le meilleur. Donc, c'est amusant, c'est que la liste des élus est la même dans les deux cas, comme vous pouvez le voir. Évidemment, on va pas mesurer la même chose, hein, on va mettre en avant ce qui fait la force de notre produit. On voit que c'est quand même très très similaire et qu'il devient difficile dans ce marché d'aller faire la différence entre un acteur et un autre. Donc voilà, c'est quelque chose voilà, qui est assez étonnant et ça nous a fait sourire. On s'est dit que là, c'était vraiment trop, c'était du mimétisme et que je pense que les clients vont le noter et vont peut-être se détourner de solutions qui deviennent trop importantes, qui contiennent trop de modules interdépendants. Donc voilà, on reste persuadé que ce sont des produits intéressants, mais le marketing qui en effet est un peu extrême. Ouais, alors on pourrait même qualifier ça de bullshit marketing quand même, hein. Quand les éditeurs se mettent à jouer la comparaison entre eux, c'est vrai que ça nous fait un peu rire. Euh, on pense que ça valorise encore plus le besoin d'acteurs indépendants pour vraiment jauger la qualité des différents produits. Voilà, alors pour la petite histoire, je crois que c'est Salesforce qui a tiré le premier dans ce benchmark lors de leur fameux Dreamforce, auquel a répliqué SAP quelques semaines plus tard, ça doit être SAP World ou quelque chose comme ça. Mais bon, n'accordez pas trop de crédit à ces pseudo-comparaisons. C'est vrai que la réalité, elle se vit sur le terrain, et ça depuis des années, depuis le début du digital. On va clôturer là-dessus cette première émission. On espère qu'elle vous a plu, que vous êtes allé jusqu'au bout. Vous partagerez à vos collègues, à vos connaissances. Plus on aura, je dirais, de vues, plus on va multiplier ce genre d'initiatives. Donc on se retrouve normalement d'ici un mois et on vous dit à très bientôt. Merci. À bientôt.